La France vendue par ces élites consanguines qui ne craignent rien tant que le peuple, qu'ils ignorent, qu'ils méprisent et que finalement ils trahissent. Car trahir la France, c'est trahir le peuple. Trahir ses valeurs, c'est encore trahir le peuple. Et trahir son histoire, c'est toujours trahir le peuple. Oui, mes amis, faites-vous entendre. Faites-leur entendre la voix du peuple. La voix du peuple. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que la voix du peuple? Et comment est-ce qu'il s'exprime, le peuple, quand il est en colère en Belgique? Les raisons de la colère ne manquent pas. Dans les sondages, les enquêtes, les journaux, les chiffres sont glaçants. 7 Belges sur 10 disent se sentir vraiment victimes du système. 2 tiers sentent que toute la société n'est qu'un énorme chaos. Comment est-ce que les Belges expriment leur colère? Dans un pays qui a supporté sans guerre branchée, 18 mois sans gouvernement fédéral, peut-être que tout peut passer? Peut-être que tout va bien, au fond? Je suis française et c'est peut-être ça aussi. En France, la colère qui gronde a un visage, celui de l'extrême droite et du Front National notamment. Mais en Belgique, tout d'un coup j'ai l'impression de tout ignorer de ce pays qui m'accueille. Je suis journaliste, j'habite à Bruxelles, mais je ne connais pas grand-chose de la vie des Belges. Je décide de prendre la route, partir en road trip à l'ancienne. Au hasard, pas de plan établi, si ce n'est l'enchaînement des rencontres. Ces 3 semaines à sillonner la Belgique francophone me révéleront des cimes et des abîmes que j'étais loin de soupçonner. Première destination, Saint-Nicolas, dans l'agglomération liégeoise. Et avant de partir en voyage, c'est important d'être présentable. Bonjour, madame. Et comment c'est la vie à Saint-Nicolas? Ça va. Ça va. Moi, je travaille ici. Je n'habite pas ici. Hein. Je ne viens ici. Ici, c'est le salon. Au privé, j'habite pas ici. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui ne fonctionnent plus très bien. Ça dépend à quel niveau on se place. Ici, déjà, niveau insécurité, on a eu maintes et maintes cambriolages, des braquages, jusqu'à frapper les commerçants. Ici, en face, la boulangerie, on l'a laissée pour morte derrière. Puis, on a signé des pétitions. On a demandé pour avoir des caméras. Liège a refusé, puisqu'en même temps, on est sur une rue où il y a 2 communes. Donc, Liège a refusé catégoriquement. Saint-Nicolas a accepté. On nous a mis des panneaux, surveillance, mais on n'a pas de caméra. On va dire depuis 2 ans, ça s'est méchamment empiré. Avant, il n'y avait pas tout ça. Avant, on travaillait l'été avec la porte ouverte. Maintenant, on a peur. Ouais, oui, ça s'est empiré. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous au jour le jour, dans le quotidien? Ah ben, il faut se battre tout le temps. Tout le temps. Quand on reçoit une facture injuste, quand on reçoit un rappel de TVA injuste, quand on a une maladie injuste, quand on a des clientes qui n'annulent pas un rendez-vous, c'est se battre tout le temps, tout le temps, tout le temps. La vie n'est pas rose, hélas, hélas. Non. J'ai une fille de 13 ans qui est scolarisée, bien entendu, et à 13 ans, ça ne lui parle pas, mais on n'arrête pas de lui dire qu'elle doit travailler à l'école pour essayer d'avoir un beau boulot, un beau diplôme. Le boulot, c'est pas gagné, mais déjà le diplôme, c'est un diplôme, éventuellement, elle aura du travail, peut-être, peut-être. Vous avez l'impression d'avoir aucune décision entre vos mains? Ah non, aucune décision de quoi? C'est lève-toi, va travailler, ferme-la, point barre. C'est tout, c'est tout. On nous dit qu'on est dans une démocratie, mais au final, on ne nous demande pas spécialement notre avis. Et je pense que c'est pas un problème seulement qu'on est en Belgique, vous avez le même problème en France aussi. Que ce soit tel ou tel gouvernement, on vous la met à l'envers tôt ou tard. Et c'est la même chose chez nous. Mais je pense que
on va avoir un gouvernement à un moment donné qui sera plus juste avec le peuple belge. Mais ça n'arrivera pas avant quelques décennies. Voilà. Ce serait qui? Ou ce serait qui? Des vrais représentants du peuple. Bah, il n'y a pas parti le PTB là, qui a l'air d'être... Oui, c'est extrême gauche. Enfin, mais à un moment donné, si on n'essaye pas de renverser la vapeur, si on essaye toujours de voter les mêmes, rien ne changera jamais. Oui. Pourquoi pas? Bah, c'est peut-être une solution. peut-être une solution. Maintenant, à chaque fois que tu l'avais comme dans d'autres pays, dans certains régimes, à chaque fois qu'on a voté pour des extrêmes, à chaque fois c'est parti en sucette. Le communisme à la base, je suis le premier à dire que c'était une bonne idée, et maintenant, tu vois, en Corée du Nord, avec Staline, avec l'URSS, c'est jamais arrivé à ça. Il y a toujours eu un dictateur et jamais aucun dirigeant n'a voulu dire « Ok, le peuple, il peut gérer par lui-même et maintenant on va le laisser faire sa vie ». C'est jamais arrivé. Oui, on va droit dans le mur. Enfin voilà. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée. Oui, merci Thomas, bonne soirée. Au revoir. Au revoir, bonjour maman. Pas de soucis. Droit dans le mur. Le voyage s'annonce rose. Insécurité, chômage, baisse du niveau de vie, évidemment les soucis des Belges ressemblent à ceux des Français au fond. À Liège, je rencontre Diana. Elle a 51 ans et fait des ménages chez les particuliers. Elle m'invite à partager le repas familial du soir. J'accepte avec bonheur, ravie de ressentir la chaleur d'un foyer. Maman, Oui. c'est comment quand je fais tomber le jaune dans les Bonne œufs? prière et t'essayes de Tu récupérer. sais le faire parce que moi, ça va pas aller. Tu vas trop vite. Bah, à la base, ils disent que je dois pas aller faire les blancs et les jaunes, mais moi je préfère, sinon ça montera pas. Ben, voilà. Ça ira? Oui. Je travaille énormément, mais j'aime bien. J'aime bien travailler, j'aime bien aller chez mes clients et tout ça. Ça c'est... Et puis quand on rentre, ben maintenant ma fille est plus grande, donc elle m'aide. Mais sinon, quand je rentrais, je faisais à souper, le linge et le nettoyage de la maison, comme tout le monde. Et ça, travailler 7 jours sur 7 comme ça, c'est quelque chose que vous avez J'ai toujours j'ai fait? toujours fait ça, oui. En travaillant tous les jours, vous avez jamais été en surmenage, vous avez jamais senti que vous travailliez Non. trop et que vous alliez vous... Non. Jusque maintenant, non. Ça m'arrivera peut-être un jour, hein, mais pour le moment, je tiens. Vous partez en vacances des fois? Non. Ça fait bien plus de 10 ans que je ne suis plus partie. Et à la maison. C'est un choix que je leur ai donné quand on a acheté. Je leur ai bien précisé que si on achetait la maison et qu'il fallait faire des travaux, ben, les vacances, eux, ils partent. Les enfants s'en vont. Soit avec les écoles, soit avec le sport. Ils partent, mais nous autres, moi, non. Diana est la seule du foyer qui a un travail. Ses 2 enfants de 18 et 20 ans sont en 4e secondaire, son compagnon au chômage. Toute la petite troupe vit avec 2 000 € par mois. Et en ce moment, vous êtes combien à la maison? 7. J'ai mes 2 enfants, mon beau-fils, Luc, Benjamin, le meilleur ami de mon fils, et le cousin de Maury, qui est ici aussi. Plus mon frère qui passe 2-3 fois par semaine. Et la petite, évidemment, qui est là aussi. c'est qui? Et Anna, ma petite fille, qui a 4 mois. Et donc elle a encore son arrière-arrière-grand-mère. Oui, c'est ça. Donc ton arrière-grand-mère. Ouais. Qui a quel âge? 78 ans. Donc ton arrière-grand-mère a 78 ans. Mm. Donc vous faites des enfants jeunes dans la famille. 16 ans à 18 ans maximum. Ma grand-mère, elle a 53. 3, ouais. Ta grand-mère a 53 ans. Ouais. Ma mère, elle a 34 ans. Et toi t'as quel âge? 18 ans. Ça faisait 5 mois qu'on était ensemble et on avait déjà commencé à discuter comme quoi on voulait avoir un enfant ensemble et tout ça. Et après, on s'est mis d'accord, on a essayé et tout ça et après, voilà, on l'a eu. Dans ma famille, je me suis pas fait beaucoup aider par mes parents et tout ça. J'étais beaucoup abandonné et je voulais prouver que moi, je pouvais m'occuper d'un enfant et pas le laisser de côté et tout ça. Donc voilà, j'ai... T'as réussi. Oh. On sait bien que ce sera très compliqué. Surtout que déjà, à l'époque actuelle, c'est compliqué, donc je sais déjà que dans quelques années, ça le sera encore plus. Mais si maintenant on ne doit plus faire d'enfants parce que le monde ne va plus, bah ça n'ira pas mieux. Donc voilà, je me dis oui, effectivement, ce sera compliqué pour elle et pour nous plus tard. Mais voilà, on va pas se priver parce que le monde va mal. Vous avez été salarié pendant votre vie? Oui, Oui,
J'ai travaillé pendant 9 ans et demi dans le bois et puis j'ai été maçon. J'ai refait des formations pour être maçon. J'ai refait une formation pour pouvoir me mettre à mon compte, mais ça demande trop d'investissement au départ. Donc j'ai laissé tomber. Mais j'ai toujours la gestion, mais voilà, je laisse tomber. Et je recherche comme ouvrier, mais voilà, c'est pas évident. On me demande d'envoyer 4 candidatures par mois, j'en envoie 5. Sur les 5 que j'envoie par mois, j'en ai 3 réponses sur l'année. Un ouvrier, quand il déclare ses contributions, il est taxé à 35%. ArcelorMittal, 0,05%. Et ils s'en mettent encore plein les poches encore à l'heure actuelle. Et c'est ça que ça ne va pas en Belgique. C'est qu'on voit tous ces gros mamas-là, américains, ou qui viennent d'où ils veulent, je m'en fous. C'est des multinationales qui mettent l'embargo sur la Belgique, ils font leur pognon, quand ils ont pris leur pognon, ils se cassent et tirez votre plan, vous êtes dans la merde, c'est de votre faute. Vous avez jamais cru en la politique pour changer les choses? Non. Moi, ils sont tous à mettre dans le même panier. Une fois qu'ils sont en place, c'est fini. La corruption est là et quand c'est pas une corruption financière, c'est... Oui, mais si tu me laisses passer avec ça, moi je te laisserai passer avec ça et c'est des magouilles. Vous pensez qu'on devrait limiter les salaires? On devrait bloquer les salaires? Oui, le salaire devrait être bloqué à un certain niveau. C'est quoi le niveau qui vous paraît acceptable? Et puis il y a une plus, c'est dans la logique, puisque c'est lui le patron, ça je peux comprendre qu'il puisse gagner plus. Mais pas commencer à gagner des millions comme on entend certains qui en gagnent. Hein. Il faut rester réaliste. Ce que vous diriez, c'est quoi un salaire honnête et réaliste pour faire un plafond? Entre 5 et 10 000 euros pour eux par mois, oui, ça je peux le comprendre, parce qu'ils ont quand même les problèmes, ils doivent gérer leur société, ça je peux le concevoir. Je les ai mis. Mourir. Ton assiette, s'il te plaît. Ça va, c'est... Attends, je peux te donner celle-là. On fait tourner, tu veux plus de sauce? Toi, tu n'en veux pas. C'est vrai que ta sauce est très bonne. Expert ici. Moi, je passe mon temps à faire toutes les publicités. Savoir où la viande est en réclame à tel endroit, ou la charcuterie, ou le fromage, ou le pain, ou avoir un petit peu... Quand j'ai du temps, je fais encore mon pain moi-même. Mais, je veux dire, on ne saurait pas faire saigner une pierre. Donc, si on n'augmente pas les salaires, on ne diminue pas les charges, ben, les personnes ne sauraient pas dépenser plus. Quand vous voyez l'eau qui a doublé de prix sur un an, c'est énorme. Tout ça pour prendre une douche, laver des pommes de terre, c'est quand même fou, hein. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir une capacité d'action pour changer, pour améliorer vos vies, ou est-ce que vous vous sentez complètement démunis pour améliorer les choses? Pas démunis, parce que je peux rien faire. Je veux dire, on serait tous ensemble, c'est-à-dire, enfin tous, je veux dire, beaucoup de monde, voilà, beaucoup de monde sera ensemble, ok, mais ici, il n'y a personne, je dirais, je ne vais pas les combattre toute seule, quoi, ça ne servira à rien. Déjà, pour que quelque chose change, il faudrait que l'Europe, ça veut bien dire quelque chose, l'Europe unie, on n'a pas la même monnaie, la même valeur, on n'a pas les mêmes lois, on a toutes des choses qui sont complètement différentes. Pour avoir une Europe unie, il faudrait qu'on ait tous le même niveau. Est-ce que c'est pas ce vers quoi on essaye d'aller? Parce que l'Europe, ça a 60 ans à peine, c'est tout jeune quelque part. Oui, mais déjà, alors si on veut que ça aille, déjà qu'on mette la monnaie au même niveau, qu'on mette les mêmes lois. Les mêmes lois pour l'Europe, comme si c'était un seul pays en fait. Voilà. Je suis désolé qu'on nous laisse dans la monnaie unique de chez nous. Mais venir nous faire chier avec un euro en plus qui coûte 3 fois plus cher qu'avant, parce que quand je vois le franc, quand je vois l'euro... Maintenant, 2,50 €, on n'a même plus une frite. Ouais, on a une petite frite avec de la sauce. Non, au standard, on n'a même pas ça, quoi. C'est même pas un hamburger carrément. Toi, tu vois où ton avenir? Moi déjà, je veux voyager pour mon futur boulot, donc... c'est pas encore pareil, moi je le vois surtout dans mes voyages, mais si je devrais me poser quelque part, sûrement pas au resto ici, quoi. Ça, c'est clair que c'est trop cher ici. Ça, c'est sûr et certain. Ce serait plus vite, genre en Espagne ou des trucs du genre. Ou même en quittant l'Europe. Il y a des très beaux pays où on peut trouver de très beaux boulots, genre le Chili, Guatemala, des endroits là-bas qu'on penserait jamais, mais... Les kilomètres qui me ramènent à Bruxelles défilent. Je pense à la petite Eleana de 4 mois. Aura-t-elle l'occasion de faire des études, d'obtenir les diplômes qui manquent tellement à sa grand-mère et à son père? Ces questions m'emmènent vers une école, le collège La Fraternité à Bruxelles, quartier Gare du Nord. Younes y donne cours de sciences économiques en 4e, 5e et 6e professionnel. Il a 26 ans, 2 parents venus du Rif au Maroc et a fait de l'éducation sa patrie. Quand il en parle, j'ai l'impression qu'il pourrait mourir pour la défendre.
Qu'est-ce que ça apporte, l'école ou l'éducation, pour toi, à la société? Moi, en fait, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont toujours mis la scolarité au centre des préoccupations de la famille. Et donc, du coup, je pense que j'ai vu en l'éducation et la scolarité le moyen de m'émanciper et de quitter ma condition d'origine pour essayer de devenir quelqu'un d'autre. Tu sais, le fameux ascenseur social, voilà, c'était pas forcément évident non plus, je vais pas mentir, hein, parce que en termes de soutien scolaire, voilà, mon père, lui, on va dire qu'il y avait des lacunes en français, et donc c'est un peu plus compliqué en termes de compréhension. Tu crois vraiment dans le pouvoir de l'éducation et de la culture? Ah ouais, j'en suis persuadé. Ça, pour moi, c'est ma certitude. C'est ma certitude, ça. Mais ça me fait rire parce que, en même temps, tu sais, être plein de certitude, c'est pas non plus bon signe, parce que je crois que c'est Aragon qui disait l'erreur s'accompagne de certitude, mais du coup là, je suis sûr et certain. Si au bout de ma vie, je sais que j'ai pu aider ne serait-ce qu'une personne à s'en sortir, donc super. Et si au bout de, je pense que si tout le monde raisonnait comme ça, on aurait un peu moins d'inégalité, quoique je pense qu'on n'en a pas non plus tant que ça. Là, j'ai pas envie de tomber dans un angélisme primaire, mais ça se passe plutôt bien ici. Mais je pense que ouais, on peut tous essayer d'agir un peu sur notre environnement proche et essayer de changer les choses. Younes est prof comme d'autres sont curés, un sacerdoce qu'il porte 24 heures sur 24. Quand il n'est pas dans son école, il donne son temps aux ASBL, comme l'école de devoir Calam à Saint-Josse. Alors vous savez qu'il y a la remédiation du mercredi, il y a celle de néerlandais, donc vous avez néerlandais, vous avez maths, sciences. Si j'ai pas fini les synthèses, je continue. Bien sûr, donc ça va rouler comme ça, c'est ça que tu veux voilà, dire. mais donc je sais pas si j'aurais fini à temps pour l'aider. Nos parents, quand ils sont arrivés ici, ce qu'ils attendaient de nous, c'est qu'on soit meilleurs, qu'on soit dans une meilleure situation que la leur, et que pour eux, tout ça se fait par le biais de la scolarité, de l'apprentissage, de ce que vous faites un peu ici. Hein. Est-ce que ici, c'est la même chose? Est-ce que toutes les personnes ici ont le même ressenti? Nos parents font tout pour qu'on puisse y arriver nous aussi, et même aller plus loin. Ouais, moi j'ai la phrase de mon père qui me disait « Fais pas les mêmes erreurs que moi ». Ma mère aussi, hein. Ma mère c'est quelqu'un qui a arrêté l'école en 5e secondaire, qui s'est mariée avec mon père, qui pouvait pas continuer l'école. Mais ma mère c'est quelqu'un de très forte. Elle a repris ses études à 33 ans. Et à l'heure d'aujourd'hui, elle travaille ici. Donc, je pense que, franchement, nos parents, ils ont raison à nous pousser vraiment. Et à cette heure-ci, il y a plusieurs maisons de jeunes, il y a plusieurs ASB. Enfin, on va dire, on a tout à notre disposition pour vraiment réussir. Donc, voilà. Quand je t'entends dire ça, tu veux dire, on a tout à notre disposition pour vraiment réussir. C'est le contraire que ce que j'entends souvent de... On n'a pas les moyens de réussir, ou on nous met des bâtons dans les roues, ou... Les autres veulent pas qu'on réussisse, sans que je sache très bien qui c'est les autres, mais toi, t'as pas cette impression-là. T'as l'impression qu'au contraire, la société, le pays, tout t'aide à réussir. Si une personne te met des bâtons dans les roues, c'est qu'elle veut pas devoir réussir. Alors prouve-lui le contraire. C'est tout le temps cette phrase que je me dis. Si, par exemple, j'ai un prof qui me dit tu vas rater ton année, ben, juste pour lui faire chier, ben, je vais tout faire pour réussir. Et si je te dis tu vas réussir? Ah ben, je vais réussir quand même. Tu te vois où dans 10 ans, 15 ans, 20 ans? Moi, je m'en vois où? Non, pas la Steve. Franchement, je me vois dans mon bureau à travailler, puis rentrer chez moi à la maison et voir mes enfants, et voilà. Ici à Saint-Josse? Pas ici à Saint-Josse. Non, pas ici à Saint-Josse. Où ça? C'est pas dans un quartier plus calme. Je veux dire, mais j'ai pas envie que mes enfants, plus tard, vivent dans un quartier comme celui-là. Moi, le quartier de mes rêves, c'est où tout est rose, où franchement tout le monde parle avec tout le monde, où tout le monde rigole avec tout le monde, où si t'as besoin de... À Woluwe? Non. C'est quoi Woluwe? Là-bas c'est calme. Là-bas c'est calme et c'est propre, pas comme ici. Qu'est-ce qui te plaît pas toi ici? Parce qu'ici le quartier il est sale. Faut pas généraliser, attention. La zone où j'habite c'est sale. Qu'est-ce que toi tu changerais pour que la Belgique ressemble au pays de tes rêves? Je sais pas, parce que... C'est difficile. Hein, c'est difficile parce que... Parce qu'il faut que tout le monde alors s'écoute à ce moment-là. Maintenant, si Osam dit à tout le monde ouais, j'ai envie de changer.
tout le monde va le regarder genre, qu'est-ce que tu fais? Va t'asseoir. Mais alors ton premier pouvoir, ça pourrait être que tout le monde s'écoute. Mais puisque peut-être, si tout le monde s'écoute, peut-être il y en a un qui va dire ouais c'est mieux qu'on fasse ça, l'autre il va dire non c'est nul ça, c'est mieux qu'on fasse ça. Et donc après il y aura une dispute, et puis après ça va tourner en rond. Il y a Jamila qui nous a raconté une histoire, qui nous l'a racontée plus de 5 fois. C'est une forêt qui brûle. Et donc tout est en train de brûler, donc voilà, tous les animaux sont en train de partir de là. Et il y a un petit oiseau, un tout petit, avec un long bec, qui va près de la rivière, qui ramasse de l'eau et qui va à la forêt, qui jette son eau. Et t'as tous les animaux qui le regardent et qui lui disent ouais, mais en fait tu fais quoi? Et il lui fait c'est impossible que tu arrêtes ce feu. Et il leur a répondu clairement. Il a répondu quoi encore? Si tout le monde fait non, ça, si je fais, pas non, de si choses, je, ouais. ah bah alors on réussira à éteindre ce feu. Et lui, Donc, il a dit moi j'ai fait ma part des choses, à vous de faire la vôtre. mais comme t'as dit, les animaux ils l'ont écouté. Mais je pense qu'on peut réussir à changer les choses. Mais ce qu'il dit Bilal, et ce qui est intéressant, c'est que venant d'en haut, c'est impossible. On ne peut pas imposer aux gens en rentrant dans leur tête et en leur disant non, t'as pas le droit de faire ça. En fait, la dictature, ça fonctionne pas. Être un dictateur et imposer des choses, ça fonctionne pas. Mais essayer d'aller par en bas et d'éduquer les gens et de leur faire changer leur point de vue grâce à ça, justement, grâce à l'apprentissage, à l'éducation, à la scolarité. J'ai l'impression que ce que vous dites, c'est ça, en fait. C'est faisable comme ça, par le bas, en fait. Bruxelles est la capitale d'un pays qui va mal. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire à travers ces foutus journaux. Ils disent qu'on a lâché l'affaire et qu'on va partir. On a quand même réussi à rassembler tout un troupeau. C'est l'heure de les baiser fort. Ils pensaient qu'on était endormis. Ouais, tout le monde sait faire des efforts. À côté du palais de justice, je tombe sur ces catholiques qui manifestent contre le droit à l'avortement. Je me dis qu'en démocratie, comme vient de me l'expliquer Bilal à l'école de Douar, certains points de vue l'emportent nécessairement sur d'autres. Impossible de satisfaire tout le monde. Nous, on estime qu'en Belgique, on est arrivé quand même dans un extrême. Est-ce que c'est possible d'avoir un extrême dans le sens libéral? Ça existe, vous pensez? Dans le sens libéral? Parce que c'est exactement ça que... Non, c'est pas libéral. Je crois que ce que tu veux dire, c'est est-ce que c'est possible d'avoir trop de droits? Oui, exactement. Est-ce que c'est un droit sans autre proposition? C'est plus vraiment un droit, c'est une obligation. Quand on a un droit, on risque d'empiéter aussi sur les droits des autres. Pour nous, le droit à la vie est quand même supérieur au droit à la mort ou au droit à l'avortement. Et en fait, c'est ça le problème, quand on a trop de droits, quand on permet trop de choses, c'est que ça risque d'empiéter sur les droits des autres. Pour vous, c'est pas acquis d'avoir le droit d'avorter? Oui. Ah non, c'est pas un acquis? Non. C'est quelque chose qui mérite d'être mis en question. Au soir de notre vie, c'est cette vérité qui nous jugera pour savoir si nous avons agi par amour pour elle, la vérité éternelle de Dieu, et par amour aussi pour nos prochains, pour notre prochain, à commencer par le plus faible, celui qui ne peut pas prendre la parole par lui-même. Les acquis sociaux et progressistes des pays occidentaux, comme le droit à l'avortement, sont constamment attaqués. On l'a vu récemment en Pologne et en Espagne, et la Belgique n'en est sûrement pas à l'abri. Je le sais, mais on ne s'habitue jamais tout à fait à certaines rencontres, à certains discours. T'as vu ça encore c'est cette nuit, je crois. Il y a un Français converti à l'islam, il a foncé dans une vitrine, pompe funèbre, tout le bordel, quoi. C'est magnifique, quoi. Vive l'islamisation. Ah oui, quand même. Oui, incroyable. L'islam recrute que des débiles profonds. Info ou intox? Bah, pour les débiles profonds, je crois que c'est de l'info, hein. Mais il faut vérifier si c'est info ou intox. Ça aussi, je vais le mettre au publicateur. Mais ça vient de la Meuse, donc en général... Je dis bien en général. On veut réveiller les consciences. On veut que les gens se rendent compte que ce qu'on leur dit, c'est pas toujours la pure vérité, qu'il y a autre chose derrière et qu'il y a un danger. Quand le danger sera là, il sera trop tard. Moi, je suis un peu à l'arrière par rapport au groupe, parce que dans une vraie meute, on a l'alpha qui est derrière et qui veille et qui prend toutes les informations pour mener... Donc le loup alpha. Le loup alpha. Donc il prend toutes les informations pour mener à bien sa meute. Et les bêtas, parce que dans une vraie meute, il y en a plusieurs, moi j'en ai un qui me suffit amplement.
Qui est Monsieur Marchal. Qui est Monsieur Marchal. Lui, il va dans la meute, il veille. C'est vous le chef? Oui, oui. Oui, oui, c'est moi qui veille à ce que la meute garde bien sa ligne de conduite. On essaye d'être une force. Nous, ici, on essaye, on n'est que 700 sur la meute Belgique. Au Québec, ils sont 40 000. Voilà. Ceci, c'est le premier signe de reconnaissance de la meute. On les a reçus cette semaine. Après, il y aura des t-shirts. T-shirts, hein. C'est la suite. Pour être dans la meute, il faut... Il faut s'inscrire. Il faut d'abord passer par les portiers qui vont vous scanner. Je ne vous ai pas vu d'ailleurs. Vous n'êtes pas une louve? Je sais pas, je crois pas. La meute rejoint clairement mes idées de défendre nos intérêts, notre culture, nos valeurs à nous, et se battre contre l'islam radical, je précise bien, parce que bon, ce qu'il faut bien préciser, c'est qu'on n'est quand même pas raciste non plus. Donc voilà, maintenant, moi, comme je vois les choses telles qu'elles tournent, il est hors de question pour moi que je laisse vivre mes enfants dans des circonstances pareilles. Mes enfants auront un jour des enfants aussi, et quand on voit les choses telles qu'elles grandissent, il y a 20 ans, on va dire que ça pouvait encore aller. Il y a 10 ans, c'était 10 fois pire. Maintenant, c'est presque l'anarchie, le chaos. La guerre civile, elle va éclater. Enfin, moi, je le pense personnellement. Elle va éclater. Voilà. Bon, il y a beaucoup de couillons qui vont partir et qui ne défendront même pas leur pays. Voilà. Honnêtement, moi, j'ai connu la belle Europe, entre guillemets, qui n'est pas une Europe, c'était le Benelux. Belgique, Néderlande, Luxembourg. Point final. On était bien, on savait vivre. On savait vivre. Parce que maintenant, quoi qu'on touche, que les gens soient au CPS, soient au chômage, travaillent avec toutes les taxes qu'on a, etc., on ne vit pas, on survit. On leur donne quoi aux réfugiés en Belgique? C'est pas qu'on donne aux réfugiés, c'est qu'on donne aux envahisseurs. Aux quoi? Aux envahisseurs. Ouais. Excusez-moi, parce qu'il faut appeler un chat. Parce que c'est ça qui est en train d'arriver. Le multiculturalisme, blablabla. Non, non, faut arrêter. On marche à côté de ces ponts. C'est le monde à l'envers. Clair et net. Ici en Belgique, encore pire. Qu'est-ce qui pourrait redresser la Belgique aujourd'hui? Rien du tout. C'est le mal. Vous savez, quand quelqu'un a un cancer vraiment puissant, vous pouvez faire toutes les chimios que vous voulez, c'est fini. La solution, c'est un gouvernement qui dit maintenant, on marche comme ça. On va faire ça, ça, ça et ça. On va aller dans les mosquées. Les imams radicaux, on va les mettre dehors, etc., etc. On va fermer les frontières. On va accepter des gens valables. Parce qu'on accepte n'importe quoi. Hein. Est-ce qu'il y a la guerre en Égypte? Il y a la guerre en Égypte? Non. En Tunisie? Non. Au Maroc? Non. Ils arrivent. Et alors, ce qui m'énerve aussi, ou pourquoi je suis en colère, c'est qu'on dit que ce sont des réfugiés. Ce ne sont pas des réfugiés. Au début de la guerre en Syrie, c'était des réfugiés, effectivement, parce qu'il y avait la guerre. Mais maintenant, ce ne sont plus des réfugiés. Il n'y a plus la guerre en Syrie? Ça va être bientôt fini. J'ai beaucoup d'a priori, ça, je vais pas dire le contraire. Mais raciste, je ne le suis pas. La preuve, je suis d'origine italienne. Il n'y a pas de problème avec les Italiens, les Français, les Espagnols, mais tout le reste. C'est ce que je viens de dire, non? Ouais, mais c'est pour ça que je l'ai dit, parce que sinon... Bon, à part la paella et la sangria, vous n'avez pas grand-chose, hein. J'ai des amis qui connaissent d'autres amis, qui, des fois, elles veulent venir passer la soirée à la maison, et enfin voilà, on rigole, on boit un verre, on se regarde un film, ok, pas de souci. À partir du moment où on me dit, ouais, ça ne dérange pas si je viens quelqu'un, je demande qui c'est. Et si c'est pas de chez nous, ben, ça rentre pas. C'est aussi simple que ça. Et moi, je suis de chez vous? Je peux rentrer? Française, oui, ben, la preuve, vous êtes rentrée, non? Donc, il n'y a pas de problème. Non, voilà, maintenant, les exceptions à toute règle. Maintenant, le problème que je dis par rapport à ça, c'est que par rapport à tout ce qui est musulman, entre guillemets, il y a 95% de mauvais. Il y a 5% de bons. Malheureusement, ces 5% de bons, ils vont malheureusement payer pour les autres. Et que ça, que ce soit en politique, que ce soit dans n'importe quoi, en guerre, en n'importe quoi, ben voilà, c'est ce qu'on appelle les dommages collatéraux. C'est tout. Et le problème, c'est tous les gens qui ferment les yeux et qui sont devenus des moutons, des bobos de gauche, des bisounours, on les appelle comme on veut. Mais ces gens-là, ils comprennent pas les choses. Ils sont pas ouverts les yeux. Nous sommes en route pour Liège, où la Meute va tenir son deuxième meeting national. Le mouvement s'est formé il y a 1 an. Ils sont 800 membres sur Facebook. Mais combien seront-ils dans la vraie vie? En attendant,
j'ai bien besoin de manger un truc pour tenir le coup. Faites un bon boulot aussi. À gauche, à droite, ils sont 15 en tout à cette réunion. On a des nouvelles têtes, oui. Donc on va peut-être repartir sur le départ des origines de la meute. On essaye de nous faire passer pour une extrême droite. Alors qu'on n'a rien à voir avec l'extrême droite. Rien à voir avec ça. Justement. C'est pas du tout ça. Justement, moi j'ai des voisins étrangers qui vivent comme nous et on est très copains. Ils font ma pelouse, je leur fais le café. Donc il n'y a vraiment aucun problème. Ils sont turcs, ils sont kosovars. On s'arrange très bien. Je ne sais pas comment on est arrivé à transposer ça à la meute. On ne rentre pas dans un moule, donc forcément il faut nous mettre une étiquette. On nous met l'étiquette d'extrême droite, parfois même de secte. Ça je l'ai encore là. Ça je l'ai encore là, la meute est une secte. Dans mon cas, moi, je n'ai plus aucune optique politique. Aucune. Je ne vois plus aucun parti qui me convienne, donc je suis apolitique. Voilà. C'est pour ça que la meute convient très bien. C'est exclure les politiques. Voilà. Mais c'est ce qu'on a fait. La langue française, c'est quand même une langue noble, une langue latine, qu'on comprend très bien en italien, qu'on comprend en espagnol, tout ce qu'on veut, etc. Il n'y a pas de souci. Mais quand on regarde un petit peu maintenant, c'est clairement en train de revenir au sujet. En France, il y a déjà beaucoup de choses qui sont passées. En Belgique, c'est en train de se passer aussi. Mais la réforme orthographique, mais ça veut dire quoi? On va écrire quoi, comment demain? Mais c'est à cause de tous ces... Excusez-moi, je vais être un petit peu plus hard, mais c'est clairement à cause de ces immigrés qui viennent, qui ne connaissent pas la moitié du quart du tiers de ce que nous connaissons, et entre guillemets, il faut que nous, de nouveau, on puisse s'adapter à eux. Non. Qu'on régresse surtout. Mais qu'on régresse, tout à fait d'accord. Mais maintenant, justement, par rapport à cette régression, merde, non, soit eux, ils s'adaptent à notre niveau, soit... Qui retourne chez eux. Voilà. Normal, ça, voilà. Et celui qui veut parler arabe, ou bien qui reste chez lui, ou bien qui retourne dans son pays pour parler arabe. C'est pas à nous de parler arabe, excusez-moi. Bon. Ici en Belgique, la meute arrive à un bon moment. Il est peut-être encore temps. Je pense que dans 2 ans, c'est fini. C'est fini. La Belgique a été aussi construite par ces immigrés. Ici, à Charleroi, l'ancien centre industriel de la Wallonie, pas un secteur n'aurait fleuri sans les bras des Italiens, des Espagnols, des Grecs, des Polonais, des Tchèques, des Ukrainiens, des Hongrois. Tous se sont retrouvés à côté des Wallons et des Flamands dans les usines et au fond des mines. J'apprends que beaucoup n'en sont pas remontés. Le grand-père de Mano a été fusillé par Franco. Son père, communiste, a fui en Belgique. Mano est né ici, et depuis qu'il a quitté l'école le jour de ses 15 ans, il a enchaîné le travail à l'usine, dans une verrerie d'abord, puis à Caterpillar. Il tient depuis 25 ans un resto italien avec son ex-compagne. Il m'emmène dans le quartier de mineurs immigrés, où il a grandi. Hola Juan, ¿cómo va eso? ¿Hacemos cositas ya? Mi padre vino en el 53. 57 vine yo. A ver, cuando nací yo. Yo nací en el 57 y esta es la casa de... Mi padre era la 84. La segunda. La 84. Donc c'était des amis, on travaillait à la mine ensemble. Mon père a fait 25 ans. ¿Cuánto tiempo trabajaste tú? Combien d'années? Yo trabajé 9 años. Oui, il a travaillé avec 9 ans, lui, tu vois. Mi padre se llevó 25 años. Aquí en el, sí. En el 10 y luego a la Petit-Tri. No, yo estuve aquí en el 10, luego fui al 7. Luego estuve... ¿Tú estabas ahí cuando mi tío se murió? ¿Se mató? Sí. No. Ah, no. No te cuenta, tu tío se mató en el 56. Sí. Y yo vine aquí en el 57. Oui, mon oncle est mort en 56 ici à la mine, un an après qu'il est revenu. Et lui, il est arrivé en 56. ¿Te cuenta que tú vivías en la esquina? Oui, ils habitaient au coin, là. On était tous voisins, en fait. Mon père, en fait, a toujours voulu qu'on reconnaisse la Belgique, hein, que c'était le pays qu'il avait sauvé, quoi. Malgré de la misère qui venait. Lui, c'était vraiment bouffer bouffer des rats. Parce que mon père était, tout comme ça, mon père est très très malheureux. Quoi. Mon père también a souffert beaucoup, trop souffert. Mais le fait de venir ici, même s'il travaillait à 900 mètres de profondeur,
eux donner à bouffer à leurs gosses, c'était la réussite. Voilà, on parlait de réussite. Ben, pour eux, ça, c'était une réussite. C'était donner à bouffer, que ses enfants puissent manger. Bon, mon père n'a jamais voulu de voiture. Chez nous, c'était le frigo. Tu vois, on allait faire les courses. Ben, c'était à volonté, quoi. C'était vraiment le maximum. On achetait le maximum et les meilleurs produits. Je vais vous amener une journaliste française. Française. Oh! Et toi, il y a longtemps, hein? Ouais. Bon, qu'est-ce que vous voulez boire? Léa, tu veux boire quoi, toi? Qu'est-ce qu'on boit à Châtellerault? Une chope. Ah bah Ici, c'est une chope. Alors une chope. Une chope, ou alors comme monsieur, regarde. Germain, elle est bonne, trappiste, hein? Avec du fromage. Tu n'as eu de fromage? Oui. Et une chope? Ben ouais, apparemment. Ouais, bon, bah. Marie-Claude, t'as les mains vers à cette femme-là pour moi. Eh ben, on va lui mettre une chope. C'est quoi ce journal? La Nouvelle Gazette. C'est les socialistes en Belgique. C'est un journal socialiste? Oui, oui. En Belgique, les journaux, ils sont politiques? Oui, oui, ça c'est politique et c'est socialiste. Et vous pensez quoi des socialistes en Belgique? Ils m'ont donné ma pension, mais j'ai travaillé 45 ans. Là, du trou, on lui met dedans. Et moi, si je vais, il faut que je paye. Et cet enfoiré-là, on lui donne. Et qui est-ce qui paye, ça? C'est nous. Ça, c'est le socialiste qui paye. Le gouvernement belge, les trous de cul, là. Michel, c'est un trou de cul. Et tous les autres avec. Hein. Bon, je vais arrêter parce que bien, tu vas me mettre en prison, tous les autres. En Belgique, on est mis en prison quand on dit ce qu'on pense de la politique? Non. Moi, je les emmerde tous, même le roi. Comment ça fonctionne la Belgique? Tu veux pas me raconter un peu? Comment que ça fonctionne la Belgique? Je ne suis déjà pas belge, je suis flamand. Un flamand, c'est pas un belge? Non. C'est quoi? Moi, je suis flamand. Et toi, t'es quoi? Française. Ah, donc t'aimes pas lui, toi? Quoi? T'aimes pas lui, toi? Je suis une poilue? Ben, les Français n'aiment pas lui, hein. Ah, pendant la guerre? Ah oui, et il n'y en a plus, les poilus, ils sont morts tous. Et moi, j'ai entendu qu'en Flandre, on travaille plus qu'en Wallonie. Oui, mais ça, je m'en fous, hein. J'ai 70 ans, je suis passionné, mais... Donc qu'on fasse travailler les Flamands. Les Flamands sont venus travailler dans la mine ici. Mon grand-père est décédé dans la mine. Donc... Vous avez travaillé où pendant 45 ans? J'ai mis des briques, beaucoup de briques, beaucoup de briques. D'ailleurs, j'ai mon doigt qui ne bouge plus. C'est qui les gens qui viennent ici dans le café? Tous des fauchés. Le tournant dans ma vie, c'est la rencontre que j'ai faite avec ma compagne. À ce moment-là, bon, moi j'étais complètement un enfant de la rue. Et puis elle avait fait des études, quoi. Et en la rencontrant, justement, j'ai trouvé des choses que moi je ne connaissais pas et qu'elle m'a fait découvrir. J'ai aimé ça parce que j'ai vu qu'il y avait autre chose à faire, en fait. Toi, tu te considères comme belge ou comme espagnol? Moi, je ne me considère ni espagnol ni belge. J'ai très difficile avec ma nationalité parce que je n'arrive pas, j'arrive pas à me situer, à me dire voilà, je suis belge. Moi, je dirais que l'image que j'ai de moi, c'est que je suis un Carolo. Tu sens pas que les gens, ils ont de plus en plus peur les uns des autres, que par exemple, ils ont un regard de plus en plus dur sur les étrangers? Tu sens pas ça en Belgique? Oui, bien sûr. Moi, je pense que c'est en Europe en général. Hein. Mais c'est comme partout, quand mes parents sont arrivés, les politiques ont fait exactement le même discours en disant bon voilà, ils viennent voler leur pain, ils viennent voler votre boulot. Nous, c'était très mal vu, nous on n'était pas en contact avec les Belges. C'était impossible qu'à l'époque, nous, on puisse se marier avec une Belge. Donc il y avait ce problème-là, oui, bien sûr. Mais dans la première génération, beaucoup d'Italiens se sont mariés entre eux, entre Espagnols, mais il y avait très peu de mélange avec Belges et Italiens, Espagnols. Les 10 premières années, les 20 premières années, ça a été pratiquement... c'était rare quand quelqu'un se mariait avec une Belge. Moi, je trouve que les Arabes ne sont pas moins intégrés que les Italiens, que les Espagnols. La plupart des Italiens qui vivent ici ont gardé leurs racines, mangent italien chez eux.
ont des traditions encore italiennes. Ici en Belgique, par exemple, les Italiens, quand l'Italie joue, ça représente plus que la Belgique. Donc c'est qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas intégré. Il ne suffit pas de donner de l'argent à quelqu'un. Je pense qu'il faut éduquer les gens. Il faut les amener vers autre chose, vers de la diversité, vers de la culture. Moi, je trouve que ça, les politiques n'ont pas fait assez pour l'immigration. Et je pense qu'on n'aide pas assez les immigrés à se réinsérer dans la société. On les assiste. Mais l'assistanat, c'est vraiment la pire des choses qui peut arriver pour quelqu'un. Black lover, rise again. Black lover, I'm your man. Since I heard your name, nothing is quite the same out in the golden rain. Il y a 15 restos du cœur en Belgique. Au resto de Charleroi, environ 250 usagers viennent tous les midis. Le tarif plein est de 50 centimes pour un plat chaud, mais plus de la moitié d'entre eux en bénéficient gratuitement, suite à un entretien avec l'assistante sociale. Il règne ici une ambiance conviviale de cantine. Tous semblent se connaître et acceptent de me raconter avec une grande générosité leur parcours, leurs histoires. Tous ont connu un accident, un procès, une séparation, beaucoup de licenciements. Les gens ici forment comme un patchwork de toutes les difficultés qu'on espère ne jamais connaître. Vous avez toujours travaillé? Il y avait du travail? Moi, j'ai toujours travaillé aux ASEC, puis j'ai eu un accident et je n'ai plus pu travailler. Donc, du coup, j'ai été sur la mutuelle, mais on a diminué. Puis je me suis retrouvée au CPAS et je me retrouve ici. Mais je ne suis pas gênée. Je suis pas gênée. Ma plus grande fierté, c'est mes deux filles. Car étant toute seule et les avoir élevées toutes seules, elles n'ont jamais volé, elles se sont jamais droguées, elles n'ont jamais rien fait. Elles ont toujours travaillé. Et ce qu'elles ont, le peu qu'elles ont, c'est de leurs mains. Regardez, moi, ma fille, elle travaille à Caterpillar, on ferme. Et ils ont fait des milliards. Et M. Magnette avait dit qu'il ferait quelque chose pour eux. Mais ils n'ont rien fait. Hein. Tu sais qu'elle ne retrouvera pas un emploi? Elle a 47 ans. À 47 ans, il n'y a déjà pas de boulot. Il n'y a rien. À 47 ans, qu'est-ce qu'elle va faire? Mon autre fille, je crois qu'elle s'habille parce que Colreuil, c'est quand même un grand magasin. Je ne crois pas qu'il fermera. Mais, comme elle dit, on n'est jamais sûr de rien à l'heure actuelle. Parce que beaucoup d'entreprises veulent que les gens travaillent à moindre prix. Là. Voilà. Ça me fait mal, mais bon. On ne peut pas changer le monde, on ne peut pas changer le gouvernement, on ne peut pas diriger sans... Pour eux, je ne sais pas. Il faudrait qu'ils soient à notre écoute, qu'ils viennent ici un peu, ou même ailleurs, qu'ils nous entendent, qu'ils nous écoutent. Mais non, pour eux, t'es rien. Enfin, je vais arrêter parce que sinon je vais pleurer. Gunther vient manger ici presque tous les jours, avec ses plus jeunes enfants. En tout, il en a 9. Il a attrapé le tétanos il y a 20 ans, et entre sa pension d'invalidité et les allocations familiales, le foyer a 2000 € pour vivre. Personne ne travaille. À 24 ans, l'aîné de ses enfants ramasse des ferrailles pour gagner quelques sous, aidé par ses jeunes frères. Ils habitent juste en face du resto. Je m'en sors bien. Moi, j'ai acheté ma maison avec ma femme ici. Sans l'aide de ma mère, sans l'aide de mes frères et sœurs.
Je fouffe bien, je me démerde pas mal. Moi, ma vie est faite. Mais eux, leur vie à eux, qu'est-ce qu'on va leur donner plus tard? Dites-moi. Qu'est-ce qu'on va leur donner à elle? À la petite qui a 3 ans maintenant, elle a eu 3 ans samedi. Qu'est-ce qu'on va leur donner? Il n'y a plus de travail nulle part. Plus de travail nulle part, on va les donner quoi? Mon gamin qui a 24 ans là, il a 24 ans, il va arriver. Il demande à recourir à la CPS, il est refusé. Pourquoi? Parce que j'ai ma maison à moi. Quel conseil vous donnez à vos enfants pour réussir? Le conseil, moi le conseil que je donne à mes enfants, c'est de réussir les études, déjà de là, de voir pour avoir du travail, essayer de trouver du travail, essayer. Et on ne va pas dire de en trouver. Voilà. Celui-ci, bon, il a 11 ans, mais bon, il ne sait pas lire et écrire. Attention parce que je dois faire les travaux. Ici au mois de juin, on va faire mes travaux. Mais il y a Johnny, Sonia, Michael, Talia, Ludwig, Konrad, Océane, Malicia et la petite Natalia. Tous mes enfants ils ont leur propre chambre, ils ont leur TV dans leur chambre, ils ont leur jeu dans leur chambre, il ne nous manque rien. Est-ce qu'il a fait normal? Il a fait une dépression à cause de ça. Tu sais quand j'ai fait les travaux à la maison. Ça, c'est ta chambre. Et ça, vous avez fait des dessins là-dessus? Oui. On va changer. Ouais. On a rangé, attends. Attendez. On reste. Tu dors là? Tout après. Toi, t'as des rêves alors pour plus tard? Oui. Tu rêves de quoi? Être madame. Être madame? C'est quoi ça? Pour faire une école. Tu trouves ça important l'école? T'aimes bien? Oui. Et ouvrir un restaurant. Et comment tu trouves ta vie ici à Charleroi? T'aimes bien? Oui. Qu'est-ce que tu trouves chouette dans ta vie? Avec mes frères et mes sœurs. Plus tard, t'as envie d'avoir plein d'enfants aussi ou Oui. pas trop? Pas trop. Pas trop. Tu voudrais combien d'enfants? 4. 4, c'est assez. 9, c'est beaucoup? Oui. Il y en a un qui vient tout à la maison et maman t'a crié. Tu s'entends pas bien avec ta maman? Bon. Ça, t'as difficile, ça. Oui. Ouais, plus tard, Maurice. On habitait dans Monceau, on n'a eu que des problèmes sur problèmes. On a dit on va aller habiter dans Charleroi pour en avoir moins, mais comme je vois, c'est pareil. C'est kiff-kiff dans tous les villages. Hein. Mais c'est comme je dis, je m'en sors bien. Moi, je m'en sors bien à élever mes enfants comme je peux les élever. Quand certains, quand vous les voyez, il y a des cas d'espérer. Tears are rivers across this valley of gold. My roots wither and mourn for you from light years away. The wailing tree moans. It's time to let it go. As a near wind sweeps across my day.
La route m'a mené jusque Éprave, où les pêcheurs du dimanche se retrouvent pour l'ouverture de la pêche à la truite. Ça mord pas trop. Tant mieux pour moi, ça laisse le temps de discuter. Tu réfléchis quand tu pêches ou tu penses à rien? En fait, ça occupe beaucoup l'esprit. C'est ça que j'aime bien. Je peux passer pas mal d'heures à me concentrer sur un objectif qui est celui d'attraper des poissons et ça me permet de ne pas penser au boulot ou au tracas du quotidien. C'est quoi ton boulot? Je travaille pour un parti politique. Le Parti socialiste européen. Je pense que j'étais toujours intéressé par l'engagement en général. J'ai bossé pendant longtemps en ONG, à Bruxelles, en faisant de la représentation d'intérêt, notamment pour les organisations de jeunesse pendant très longtemps. L'idée de se dire c'est l'Europe qui est la responsable de nos maux, ça te fait quelque chose ou tu te dis bah... Je pense que c'est un constat qui est erroné. Si on prend cette rivière, il y a du poisson dedans, c'est une rivière avec de l'eau à peu près de qualité. C'est aussi passé à des normes européennes qui ont imposé une qualité de l'eau. Depuis 20-30 ans, il y a des objectifs environnementaux qui permettent d'avoir de la flotte propre à peu près partout en Europe. La politique, ça se fait au niveau local, ça se fait au niveau régional, ça se fait au niveau national, ça se fait au niveau européen aussi. Il n'y a pas d'exclusion de l'un par rapport à l'autre, il n'y a pas de concurrence nécessairement non plus. Je vais revenir avec mon dad à la rivière. La rivière, là-bas, il y a des aménagements qui ont été faits par les pêcheurs que vous avez rencontrés avant, il me semble, pour améliorer la ponte des poissons. C'est de l'initiative locale. C'est à remettre en état les petits ruisseaux. C'est génial, ça permet d'avoir plus de poissons, c'est chouette. Après, si la qualité de la flotte est pourrie, ça ne marchera pas. Il faut aussi que la qualité de la flotte soit assurée. Et ça, c'est pas le niveau micro-local qui peut le faire. C'est les petits plaisirs de la pêche. Toi, tu es optimiste pour la suite? Tu crois qu'on va vers du progrès? On va vers une Europe plus sociale et plus juste? Ça revient à prédire l'avenir, hein. C'est difficile de répondre. Moi, je suis optimiste, oui. La meilleure chose à faire quand on est déçu par la politique, c'est s'engager et créer sa politique à soi. C'est pas créer des nouvelles idées, hein, mais c'est aller porter les idées auxquelles on croit. Et pour ça, à mon sens, il n'y a que l'engagement qui peut faire ça. C'est des fois un peu facile d'être dans la position d'arbitre, de dire « Ah, bah ceux-là, ils n'ont pas fait comme il fallait » ou « le tous pourri » ou le machin. Si tout le monde est pourri, bah, il faut s'engager et puis amener quelque chose qui n'est pas pourri, justement. Et je pense que c'est un peu trop facile de se mettre en retrait. L'Europe. Le pêcheur socialiste m'a remis le nez dans un vieux dilemme. C'est vrai que je me suis mise en retrait. Je suis née en France, j'ai étudié à Paris, Berlin, Strasbourg et j'habite maintenant à Bruxelles. Le projet européen est bariolé sur mon CV et dans mon cœur. Mais quand je me retrouve ici, au pied du Parlement européen, je ne me sens pas du tout à ma place. Et je sais ce qui cloche. Autour de moi, pour fêter et soutenir l'Europe lors de ce 60e anniversaire du traité de Rome, il n'y a que des eurocrates, des gens payés par les institutions ou lobbies européens. Il n'y a qu'eux qui ont eu envie de venir défendre l'Europe aujourd'hui. J'ai un père italien et une mère grecque, je suis né, j'ai grandi ici, et je n'aurais jamais pu choisir entre une seule de ces trois nationalités. La seule qui pour moi les englobe toutes, c'est l'Union européenne. Où sont les Diana, les élèves de Younes, les fauchés du bar de Châtelineau? Aucun ne se sent représenté par l'Union. Je suis triste et fâchée qu'aucun des pays membres ne fasse pas plus d'efforts pour combler ce fossé démocratique. Un peu plus loin, en sortant de Bruxelles, je rencontre Marc, qui est associé dans un cabinet de conseil en stratégie. J'apprends que associé, c'est l'échelon le plus élevé dans une carrière de consultant. Et j'apprends aussi que je ne comprendrai jamais ce que fait vraiment un consultant. Mais Marc a fait Solvay, une bonne école de commerce, si j'ai bien compris, et j'en profite pour lui demander de m'éclairer sur la situation business du pays. C'est difficile en Belgique de lancer un business
d'entreprendre. C'est possible, mais c'est pas du tout aussi facile que dans d'autres pays ou qu'aux États-Unis, par exemple. Ce qui est dommage, parce que je pense que essayer des choses, lancer des nouvelles idées, ça fait partie de la démarche. Ça ne doit pas toujours marcher, mais ce qu'il faut, c'est que ça bouge, qu'on puisse essayer. Or, aujourd'hui, d'être entrepreneur en Belgique, les conséquences d'un échec sont graves. Pourquoi est-ce que tu aimes bien ici? Je trouve que c'est un endroit qui a une grande sérénité, avec des grands espaces. C'était historiquement, au départ, une propriété privée. Et puis pour ce que j'en sais, je crois que le propriétaire n'a pas réussi à terminer ses travaux. Puis il a fait don de sa propriété au roi. Et puis c'est devenu un parc public. Très beau. Des fois, j'ai l'impression, dans le discours des gens, que il y a comme une opprobre sur le fait de réussir, ou il y a comme une méfiance des gens envers les élites un peu en Belgique. Oui, je pense que c'est vrai, il y a une vraie fracture et malheureusement presque un mépris mutuel de bas en haut et de haut en bas qui s'est installé. C'est dommage parce que je crois que dans une société, il y a différentes strates et que chacun a un rôle à jouer. Il y a différentes classes sociales, mais il n'y a pas, pour moi, de jugement de valeur qui va avec. C'est pour ça que la réussite, pour moi, elle ne se juge pas à l'aune matérielle. Même si je pense que c'est important d'avoir de l'argent pour réaliser ses rêves, faire ce qu'on a envie de faire, mais aussi contribuer. Hein. On paye quand même pas mal d'impôts et moi, j'ai une certaine fierté de gagner de l'argent et de contribuer aussi au bien-être général. Moi, quand j'achète une voiture, je fais tourner l'économie. Un certain nombre de gens vont me mépriser, mais d'autres gens vont me dire merci parce qu'il y a la TVA, il y a la taxe de circulation, il y a les salaires des ouvriers qui l'ont construit. Ça fait quand même l'affaire de tout le monde. Est-ce que pour devenir riche, il faut être né riche? Je sais pas, je ne me considère pas comme riche, moi. Ça veut dire quoi être riche? C'est qui est riche? En Belgique, certains partis estiment que la richesse démarre à 750 000 €. Monsieur Trump aux États-Unis, qui a son jet privé, estime aussi que les riches devraient plus contribuer, mais il n'estime pas qu'il en fait partie. Et d'ailleurs, il y a des gens beaucoup plus riches que lui. Est-ce qu'on devrait réguler les salaires des gens dans le privé? Mettre des limites? Bien sûr que non, parce que ce serait tenter d'imposer des jugements de valeur. Quelle serait la bonne limite? 100 000, 500 000, 900 000? Vous ne pouvez pas le dire, ça dépend de la création de valeur. Ces salaires existent. Croyez-moi, si vous avez une entreprise, vous n'allez pas payer les gens plus que ce qu'ils valent ou plus que la valeur qu'ils créent. Donc, je crois que le système s'auto-équilibre. Donc les salaires des grands patrons, ça veut dire que c'est mérité? Vous avez des actionnaires qui estiment qu'au final, leur investissement va être mieux géré et mieux rémunéré à long terme par des gens qui présentent ce type de compétences et dès lors sont prêts à mettre ces sommes dans la balance. C'est une démarche qui est une démarche économique et si demain vous entravez ça en Belgique, eh bien les patrons en question, pour ce qui nous en reste en Belgique, s'en iront immédiatement sous des meilleurs cieux. Je n'avais pas l'impression que les patrons en Belgique étaient à plaindre. Le PDG d'ING Belgique a récemment augmenté son salaire, atteignant 1 600 000 € annuels, tout en supprimant des milliers d'emplois. Même dans une entreprise publique, on voit des salaires comme celui de Stéphane Moreau à Publifin atteindre le 1 million d'euros. En Belgique, la moitié des salariés gagnent moins de 36 000 € par an. Les associés de cabinets de conseil, comme Marc, sont largement dans le 1% le mieux payé du pays. Des montants qui feraient tourner la tête d'Armel, que je rencontre dans sa ferme du Vieux-Bure, dans la région d'Aubel. Papa. T'as le temps d'aller vider encore la mélangeuse? Oui, après. Dès que j'ai fini le mélange, est-ce que j'en mets de la paille dedans? Un petit peu, mais 2 tranches. Un peu de paille. Armel gère seul, avec l'aide de ses parents, sa ferme de 65 vaches,
dont il tire quelques 1400 litres de lait par jour. Tu tires trop d'air avec celui de devant. Malgré ses 12 heures de travail, 7 jours sur 7, chaque jour, Armel s'endette un peu plus. Pour essayer de s'en sortir, il va diversifier sa production et ouvrir un magasin à la ferme où il vendra ses propres crèmes, beurre et yaourts. Il a fait un appel à financement participatif, un crowdfunding, qui a dépassé ses espérances. Je ne savais plus pourquoi je travaillais. À part pour ma famille, c'était travailler pour travailler, mais il y avait plus Maintenant, voilà, je me réveille, et quand je disais justement que je me réveillais la nuit pour éteindre le truc, pour un vélage, à la limite, ça finissait par me peser de me lever 2-3 fois la nuit Mais ici, je me lève à 3h du matin, à 2h, on le fait, je fais ma petite popote, je conduis ma petite casserole au frigo. Ça ne me pèse pas du tout, c'est vraiment un vrai plaisir. Et c'est lui qui a commencé et je ne sais plus l'arrêter. Je rentre du boulot parfois à 3h de l'après-midi, je le vois à la cuisine, il n'a pas encore déjeuné, il est tout parti et la nuit aussi, donc c'est chouette. Depuis 2-3 ans, on a une vraie demande et le crowdfunding nous a bien montré que les gens demandaient, étaient demandeurs. Vous avez eu plus que ce que vous attendiez? Oui, on a eu presque le double de ce qu'on a demandé. Mais l'argent, oui, l'argent est important, mais au-delà de l'argent, c'est vraiment le nombre de personnes qui ont répondu et l'engouement des gens. On ne savait pas comment vous aider, l'agriculture est en crise, mais on ne sait pas, on veut bien vous aider, mais on ne sait pas comment faire. Pourquoi est-ce que vous avez lancé ce crowdfunding? Vous étiez dans quelle situation? Quand on dit qu'on travaille à perte, je ne sais pas si tout le monde capte bien que c'est vraiment à perte, quoi. À un moment donné, il y a certains mois où on perdait jusqu'à 5 000 €. Et quand je dis ça à d'autres proches qui ne sont pas du milieu, ah ouais, 5 000 €, on perdit, ah ouais. Enfin, quand ça va bien, on regagne 10 000 alors. Non, on ne gagne jamais 10 000. Donc, si je vais bien, je fais 1 000 ou 1 500 € par mois. Donc, quand je perds 5 000, moi, je suis parti ici dans des endettements pour 10 ans ou plus encore, parce que j'ai déjà tous mes autres emprunts. Tous les jours, je me levais et je payais pour aller travailler. Et à la fin, ça me pesait à moi. Et finalement, à ma famille, Mireille, qui n'est pas du métier, elle me dit « Vous êtes malade ?» Il y a un ami là, qui a bouffé de la confiture pendant 1 an. Bon, ses enfants avaient tout ce qu'il fallait pour manger, et lui, il bouffait de la confiture avec sa femme, matin et soir. Pour essayer de continuer de survivre. Mais on devient fou. Et quand on entend encore des gens qui se sont suicidés il n'y a pas longtemps ici, il y a 15 jours, c'est... voilà. Drôle de métier. Donc voilà, maintenant j'arrête de me plaindre et j'ai fait mon yaourt. Allez-y. Hyper bon. C'est bien là, nouvelle goûteuse. Comment on faisait quand on était enfant? Attends. Une moustache. C'est quand même quelque chose de fou de se dire on ne va pas avoir d'enfant à cause de son métier ou à cause de l'argent. Où est-ce qu'on va? Enfin, c'est la plus belle chose et on a pensé de ne pas en avoir pour des raisons comme ça. Enfin, je m'en veux d'avoir cru aux politiques qui nous ont dit on est pour l'agriculture familiale, c'est très bien. Nous, on est pour les petites structures et chaque décision qu'ils prennent, la fin des quotas, tout ça, c'est bon pour les grandes structures, mais pas pour des petites structures comme nous. Mais bon, à chaque malheur, quelque chose est bon. Ici, toutes ces crises, voilà, on est obligé de remettre tout en cause et de se dire, voilà, si on continue, on va droit dans le mur. Moi, j'ai aucune envie de revendre ce que mes parents, grands-parents ont trimé pour avoir. Alors, il faut trouver des solutions. Moi, mon plaisir, c'est pas d'avoir 1000 vaches. C'était d'avoir un produit. Maintenant, juste faire du lait pour faire du lait, du lait pour faire du lait et de faire du chiffre, moi, ça ne me convenait plus. Je crois que la solution à notre problème partira du citoyen, sûrement pas du politique, qui lui... c'est dommage, parce que moi, je suis un fervent défenseur, on va dire, européen, de l'Europe.
Mais les solutions ne sont plus là. Et dans cette société qui se cherche, je trouve qu'on ne sait pas où on va, l'Europe ne sait pas trop où elle va, on est tous perdus, on veut tous se renfermer, on veut tous... on a peur des étrangers, on a peur de tout le monde, enfin, ça a toujours été, mais on veut se renfermer sur soi. Non, il faut s'ouvrir, il faut faire l'inverse. Et tous ces petits mouvements, ceux-ci ou d'autres citoyens, ça va peut-être changer quelque chose. Ça va peut-être amener ce côté magnifique à l'Europe. Qu'est-ce qui va marcher dans le caca aujourd'hui? Alors ça va. Don't fall asleep. We're okay with nothing, but better with something. We're the best, better than the rest. We're ready for the show of life. Let the money die. Let the money die. We're gonna drink for the things we want. We're gonna fight for the things we want. Je vous ai dit, est-ce que vous avez besoin d'un studio d'enregistrement? Vous m'avez tous dit oui. Est-ce que vous avez besoin d'une salle de répétition? Vous m'avez tous dit oui. Mais comment on va le faire maintenant? Est-ce que c'est normal que la ville dise à leurs jeunes, alors qu'ils sont chauds, alors qu'ils ont plein de choses à dire, qu'ils ne peuvent pas utiliser la salle de tournée expo? Non! J'ai rien entendu. Est-ce que c'est normal? Non! Est-ce qu'on va y aller? Ouais! Ok les gars, c'est comme ça que je vous aime, bien chaud. Joachim est responsable d'une des 2 maisons de jeunes de Tournai. Il a 25 ans et s'investit sans relâche pour donner de la voix aux jeunes de la ville. Youssef est son ami d'enfance. À 18 ans, il commence à se faire bien connaître dans le milieu du rap. Mais son rêve serait d'être écrivain. Comment veux-tu que je baisse la tête quand elle est remplie de rêves? Le soutien, mon courage, j'ai vraiment pas envie de le perdre. Je m'accroche à ce que j'aime, frère. Il faut que tu me laisses faire. J'ai mes raisons d'être un rêveur, enfin je l'espère. Donc là, globalement, on est au quartier du Maroc. C'est un quartier social de Tournai, donc géré par le logis. Youssef, il habitait là avec toute sa famille. Donc moi, j'étais vraiment très ami avec son grand frère, Omar. Et puis ma mère, elle habitait à cette maison-là. Ici, c'était donc la plaine. À l'époque, il y avait quand même pas mal de jeux, hein, Youssef? Un grand toboggan jaune ici, juste là. De l'autre côté, un gros toboggan rouge. Là, il y avait encore des bancs sur lesquels on pouvait s'asseoir. On passait notre temps à jouer, d'ailleurs. On prenait les bancs comme des goals de foot et on se faisait des petits street football. Mais maintenant, allez, tu le vois, il n'y a vraiment plus aucun investissement au final qui est fait. Et c'est vrai que c'est malheureux parce que au final, c'est dans ces quartiers-là, avec des jeunes qui n'ont pas beaucoup de moyens, qu'on devrait mettre toutes ces choses-là à disposition. C'était quoi toi ton parcours? Comment t'as fait pour tes études, pour t'en sortir? Moi quand j'ai eu 17 ans, donc je suis parti de chez ma mère, je suis parti étudier à Bruxelles. Et comme on est 6 enfants, elle avait clairement pas assez de sous pour payer les études de tout le monde, quoi. Et donc j'ai dû aller au CPAS et d'ailleurs c'est vraiment quelque chose pour lequel je remercie encore l'État, et c'est peut-être aussi pour ça que je m'investis aussi pour cette société, parce que jamais j'aurais pu avoir un diplôme si le CPAS et donc l'État au final n'avaient pas été là. Tex, je te vois là, regarde, il vient ici. Va te coucher à la maison, va te coucher, allez. Et quelque chose qui m'avait frappé, c'est, vous voyez, quand on se retrouve dans des situations un peu plus difficiles et qu'on est un peu révolté et qu'on est jeune, on dit mais qu'est-ce que j'ai fait pour naître dans cette famille de merde? Et je me souviens que la réponse de ma mère, c'était t'avais qu'à pas le choisir. J'étais là, 12, 13 ans, je disais mais quoi, t'avais qu'à pas le choisir. Et au final, ça travaille et effectivement, c'est peut-être qu'on ne subit pas forcément tout ce qu'on vit. Et donc c'est ça, donc une valeur de liberté, une valeur de solidarité. Vraiment, ça c'est aussi la mère à Youssef qui m'a appris ça vraiment. Quand j'allais chez Youssef, elle nous accueillait tout le temps, elle te gavait comme une oie, tu pouvais pas sortir sans des gâteaux. De l'autre côté, tu avais encore une crêpe. Enfin, je veux dire, c'était vraiment... Elle est comme ça, quoi. Et c'est hyper intéressant parce que quand on accueille des gens comme ça aussi, il y a d'office quelque chose de nouveau qui se crée d'une certaine manière. Comme il dit, en fait, à chaque fois qu'on vit quelque chose, qu'on partage quelque chose avec une telle famille ou quoi, moi, par exemple, je fêtais pas Noël, mais ça m'arrivait de piocher avec eux pour offrir un cadeau, je sais pas moi, à son grand frère. Et moi, je fêtais pas l'Aïd. Voilà, et il venait quand même manger une part du mouton, quoi. Et en fait, tous ces petits trucs-là qu'on peut avoir avec plein de gens dans la vie, c'est toutes ces choses-là, vraiment, c'est ces valeurs-là qu'on veut résumer avant
avant le reste, de l'argent, d'être gâté, de gâter les enfants, de rester derrière sa tablette. Là, c'est ça qu'on essaie de faire passer, quoi. C'est grâce justement à ça résume tout en fait. C'est grâce à des choses comme des maisons de jeunes, comme des espaces de jeu. C'est tout bête, hein, mais des espaces de jeu et tout, c'est super important, quoi. Il faut s'en rendre compte, c'est clair. Et quand tu vois ça, du coup, ça te fait quoi? Non, bah là, du coup, ça te donne envie de rentrer à la maison et de jouer à la tablette. Et ça, c'est mauvais pour le gosse, quoi. Il faut qu'il sorte jouer au toboggan, quoi. De tournée, je rentre à Bruxelles. Je n'ai rencontré ni expert, ni théoricien, mais je commence à y voir plus clair. Le système, ce système sans visage, qui tétanise tellement Laurence dans son salon de coiffure à Saint-Nicolas, commence à s'humaniser à mes yeux. Il n'y a pas une seule solution globale, mais une boule à facettes de possibles, joyeusement foutraque. Ces rues d'Uccle me font penser au paradis de Woluwe, dont parlaient les enfants de l'école de devoirs de Saint-Josse. Est-ce que le système nuit à certains, profite à d'autres? Chacun sa belle maison, sa belle voiture, chacun chez soi. Pourtant, c'est dans ce décor bourgeois que je rencontre un groupe de jeunes Bruxellois qui a décidé de vivre tout autrement. Ils sont 15, dont 3 familles, dans ces 5 maisons qui étaient inoccupées. Suite à un accord avec la propriétaire, ils ne payent qu'un mini-loyer de 300 € par maison. Toi, t'es heureux? Moi, depuis que je vis comme ça, oui. Oui. Parce qu'effectivement, j'avais tendance aussi à avoir ces discours avec mes copains, d'être ce qu'on appelle un révolutionnaire de salon, à fumer des joints et à me dire ouais, le monde va mal, rien ne va, mais je dois me lever le lendemain matin pour aller bosser parce que j'ai pas le choix, j'ai mon appartement, je suis tout seul, je m'emmerde, que je dois payer, enfin voilà. J'ai aussi connu ça et moi je peux pas envisager un retour en arrière, ça c'est clair. J'ai toujours été assez révolté par la manière dont les choses tournent. J'étais abonné au Monde diplomatique, Corée international. Puis en déménageant vers 17-18 ans, j'ai eu l'occasion de rencontrer un collectif de cohabitants qui m'a fait rentrer dans le monde de la militance et de l'activisme. Et puis de fil en aiguille, ça m'a un peu fatigué parce que on est toujours contre le système, toujours essayer de changer les choses, mais en étant en opposition. Et j'ai eu la chance, c'était il y a une dizaine d'années, de rencontrer le mouvement des indignés. C'était en Espagne, ils sont venus ici à une marche sur Bruxelles. Et avec eux, on a commencé à occuper des espaces publics pour recréer un nouveau système, un nouveau modèle. Ce nouveau modèle est basé sur la récup. Pour eux, mais pour les autres aussi. Une fois par semaine, le groupe organise une épicerie bio et une friperie solidaire, ouvert à tous et à prix libre. Pourquoi est-ce que toi, tu as fait le choix d'habiter ici et de participer au projet de cette vie en collectivité? Je pense qu'à un moment, tu sors de ta bulle. J'ai fait mes études au lycée à Waterloo. Tu sors de cette bulle de Waterloo et tu te dis « Ok, c'est pas ça que je veux ». Et tu comprends, en sortant de ton cadre, voyager, ça m'a aidé beaucoup aussi, voir autre chose. J'ai voyagé quand j'avais 18 ans. Je suis parti en pensant que j'allais apprendre le néerlandais pour aller faire l'ICHEC. Je suis revenu, j'ai appris l'anglais et je suis parti faire coopération internationale. Donc je crois que là, il y a un truc qui s'est passé dans ma tête, clairement. Et je crois que tu comprends que t'es un mini truc sur cette terre et que soit tu fais le choix égoïste de dire bah, je suis ici pour pas longtemps, je vais me faire plaisir le plus possible, j'aurai une piscine et une décapotable. Ou alors tu te dis en fait, c'est pas ça la vie. Oui, je peux être heureux, j'ai envie d'avoir une situation qui est correcte, j'ai clairement pas envie de vivre à la rue. Mais le plus important dans la vie, c'est les relations humaines et les gens avec qui tu t'entoures. Et le plus vite tu comprendras ça, le plus vite je pense que tu seras heureux. Il y a toute la récup, mais il faut quand même de l'argent. Toi, de quoi tu vis? Alors, ça c'est le gros problème, c'est comment vivre. La plupart du groupe sont sans revenus, vivent avec, on va dire quoi, 160 € par mois. Moi j'ai la chance d'être en chômage d'insertion, donc comment je vis ça, c'est d'un côté de me dire bah voilà l'État me paye, alors quel est mon travail pour l'État? Et c'est aussi une manière je trouve de me contrebalancer, c'est de dire ok je dois rendre aussi ce qui m'est donné, mais je pense qu'à notre époque c'est aussi intéressant d'avoir des gens qui s'arrêtent pour penser les choses et pas, enfin j'ai aussi l'impression de rendre service quelque part. Après bah oui, là, moi, je suis en train d'essayer de former mon propre job.
Ce qui est positif, c'est qu'en fait, on a moins de besoins que d'autres gens, donc on est quand même un peu en dessous du marché. Moi, je veux dire, si j'arrive à gagner 400 € par mois, ça ira. Un peu. Sous ses airs de peintre, Christophe est consultant financier indépendant. Il travaille actuellement pour Colruyt. Il a fait la même école de commerce que Marc, le consultant associé. C'est aussi le papa de Noémie. Les gens qui en ont ras-le-bol, ils sont ici. Hein, c'est en même temps le gouvernement, c'est assez ordonné quand même. C'est un ras-le-bol avec pas mal de colère, des lignes, des trucs qui vont un peu dans tous les sens. Ça, c'est le politique, la chose politique. Ça, c'est le politique, c'est le manque de mobilisation, c'est la polarisation, c'est le toi, le moi, c'est l'autoritarisme, c'est finalement on laisse tomber, on veut avoir un bon dictateur, on veut peut-être une bonne guerre, peut-être finalement à quoi ça sert tout ça, on comprend quand même pas, donc c'est le grand magma quoi, c'est le début du chaos, c'est un peu ça. L'avantage du modèle dans lequel on est aujourd'hui, c'est qu'on peut entreprendre. Donc quelqu'un qui a envie d'entreprendre n'a pas besoin d'avoir les moyens de le faire. Il peut juste faire un appel de capitaux et peut, si les gens croient dans son projet, il peut le réaliser. Donc si on oriente cette énergie entrepreneuriale vers des projets qui sont porteurs, je crois qu'il y a moyen de faire des choses magnifiques, il faut recentrer le capitalisme sur ses vraies valeurs en fait. On les a perdues et il faut être, dans la situation actuelle, il faut être inclusif. On doit travailler avec tout le monde. Et les entreprises et le mécanisme d'entrepreneuriat capitaliste en fait partie. Et on en est peut-être le levier le plus puissant aujourd'hui. Donc pour toi, la solution, entre guillemets, ne passe pas par une sortie du capitalisme? Non. Il passe par un capitalisme citoyen. Le profit est une composante essentielle du capitalisme, mais c'est aussi son germe destructeur, si tu veux, dans la mesure où, si on perd le visage humain du capitalisme, tout s'oriente inévitablement vers la maximisation du profit. Est-ce que tu es fier de ta fille? Oui. Bien sûr que je suis fier de ma fille. Ma fille, c'est plus que moi, donc moi, c'est des efforts que je fais par rapport à moi-même, dans mon microcosme, dans mes décisions. Noémie, elle fait un choix de vie, elle ose un pari de vie différente. Mais ce que je trouve chouette, c'est que dans ta génération, je crois que notre génération a peut-être plus de mal à faire ce pas-là, mais vous êtes plus prêts à remettre en question des choses plus fondamentales que nous. Donc moi, je reste avec ma bagnole, je reste avec ma maison, je reste avec tout ça. Et vous faites une croix là-dessus. Vous arrivez à faire une croix et à essayer d'inventer des nouveaux modèles. Donc ça, je trouve vraiment épatant. Ça, je trouve très inspirant. À Ixelles, je retrouve Maël, du projet de vie en collectivité d'Uccle. Il m'emmène rencontrer des amis du groupe, Max et Dimitri, et leur nouvelle conquête, un ancien garage inoccupé de 500 mètres carrés. Il y a un code. Ah, pour le toc-toc. Max et Dimitri sont fraîchement diplômés en droit, mais hors de question pour eux de travailler dans un cabinet d'avocats. Ils ont fondé une ASBL, Comuna, qui repère les bâtiments vides et négocie leur occupation avec les propriétaires. Là, quand on arrive dans un espace comme ça, quand c'est vide, c'est encore le moment où les possibilités sont infinies. Et donc, il y a moyen de faire tout et n'importe quoi. Donc c'est le moment un peu excitant. Quand on arrive dans les lieux, là, ça fait quelques semaines, donc on doit encore déblayer un peu les crasses qui traînent dedans. Et après, transformer cet endroit en une petite utopie. En un paradis. Yes. Yes. Ces grands espaces accueilleront des projets artistiques, culturels et sociaux, ainsi que des logements. Le tout restera temporaire. Mais il faut savoir qu'en Belgique, 80 000 personnes sont sur liste d'attente pour un logement social et qu'il y a plus de 9 ans d'attente.
Les gens qui vont être ici vont payer un loyer? Alors nous, on fonctionne pas vraiment au loyer. Pas du tout même. Donc le système, c'est on fonctionne avec des contributions libres. Donc ce qu'on fait, c'est que les occupants des espaces contribuent à hauteur de ce qu'ils peuvent et de ce qu'ils veulent pour nous permettre à nous de continuer à chercher d'autres bâtiments, pour permettre en fait à d'autres porteurs de projets comme eux de bénéficier aussi d'espace à un prix qui est plus qu'abordable, puisque c'est eux qui le fixent. Comment ça vous est venu l'idée d'aller squatter, enfin d'aller trouver des bâtiments vides? Nous, on cherchait à l'époque un espace pour faire de l'habitat groupé et toutes des activités axées sur le quartier. Et on se baladait dans Bruxelles pour chercher justement cet espace. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'il y a tellement d'espaces qui sont vides. Je pense que la plupart des gens n'ont pas l'habitude, en marchant, de regarder les bâtiments. Tout le monde est concentré sur son petit quotidien. Et nous, on cherchait spécifiquement des bâtiments. Et on se rend compte, tiens, c'est vide ici, c'est vide là, c'est vide là. Donc on s'est intéressé par ce biais en fait à la problématique. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on peut contacter ces propriétaires, essayer de comprendre pourquoi c'est vide, et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour nous occuper l'espace? Et c'est là que ça devient intéressant pour eux, intéressant pour nous, de dire, ben, d'un côté, nous, on prend l'espace et on peut développer des activités citoyennes dedans, et d'un autre côté, pour le propriétaire, c'est intéressant parce que pendant la période où son bâtiment est inoccupé, il ne doit pas s'occuper du gardiennage, des assurances, il y a l'entretien du bâtiment qui est fait, on s'occupe des charges aussi. Et donc on a un super deal, un super win-win en fait d'une certaine manière, et qui nous a permis de lancer notre activité comme ça. Salut Alan, ça va? Bien. Enchanté. Salut. Et donc ça c'est l'espace. Donc on est rue de Flandre. Ici c'est un petit atelier de do-it-yourself. On fait des fabrications de toutes choses, en général à partir de matériel de récupération. Et ici c'est un salon de thé, un café associatif, dans lequel il y a des concerts, ils organisent des répétitions, des tables d'hôtes végétariennes à prix libre aussi à base d'invendus alimentaires. Et tout un tas de choses en fait. Il y a un espace en haut qui est polyvalent. Il y a un atelier à bijoux aussi qu'Alan organise à base aussi de récup. Aussi. Il y a des expositions, ouais. Et alors, le bâtiment est divisé, il y a ces deux espaces-ci. Et puis en haut, il y a un coworking space, où je vais t'amener tout de suite. Et puis il y a deux appartements avec chaque fois des habitants. Et ici, c'est chez vous alors? Yes, ça fait 3 mois qu'on habite ici maintenant. C'est extrêmement temporaire, parce qu'on est là pour, encore pour simplement quelques mois. C'est le mode de vie particulier des nomades urbains qu'on est devenus. C'est joli ça comme expression. Ouais, c'est sympa. Oh. Hop là. C'est beau. Yes, c'est cool, hein. Yes. Vivre une vie où on se réapproprie l'espace et où on peut le repenser, c'est une première étape. Je suis convaincu que ce que je propose comme modèle ici, ce que Comuna amène, c'est pas une révolution du système et un changement radical pour demain matin avec un grand soir. Et si je te dis qu'il y a plus de 60% des Belges qui craignent qu'on va droit vers le chaos? Yes, ils ont raison. Ils ont raison. Ils sont peu, 60% c'est pas beaucoup. Quand on sera 80% à se poser la question, à dire on va droit dans le mur, il faut qu'on fasse quelque chose. Et nous, nous, on est plein. Mais les acteurs de cette transition, c'est ceux qui attendent pas qu'on prenne le mur pour dire il faut faire quelque chose. On dit on y va, on commence avec ce qu'on peut, à notre échelle, avec nos communautés, on s'organise, on change nos vies et on montre que c'est agréable aussi. La seule vraie révolution dans toute cette histoire-là, elle est là. C'est que ça soit amusant ce qu'on fait. C'est qu'on perde pas de temps à faire des trucs qui n'ont pas d'intérêt pour le monde, qui sont néfastes pour nos voisins et qui sont pas intéressants pour nous. Et je sais pas quelle proportion des Belges, puisque c'est d'eux qu'on parle aujourd'hui, se reconnaissent là-dedans et au final s'épuisent pour rien. Ça c'est crevant, ça c'est désespérant et ça crée la frustration et la colère. Et je pense que le changement, il fait peur parce qu'il a l'air d'être pire que le quotidien qu'on a. Alors on reste bien sur nos petits acquis parce que ce qu'on a, c'est déjà pas mal. C'est pas terrible, mais c'est déjà pas mal. C'était sans doute mieux avant, ça risque pas d'être mieux demain.
Nous, ce qu'on vient proposer, c'est le contraire. C'est dire, hé, on a déjà ça. Si on continue comme ça, sûr, on va le perdre, on va tous y perdre. Je crois que la seule manière de tenir là-dedans, c'est parce qu'on est nombreux. Et c'est classique. Quand tu vois un attroupement quelque part dans la rue, tu vas voir ce qui se passe. Je crois que c'est la même chose. Si quelqu'un fait quelque chose différemment, au début, il est bizarre, il est tout seul. Et puis, quand on commence à y avoir un attroupement par là, on commence à se demander, tiens, est-ce que c'est pas raisonnable, en fait? Est-ce que ça fait pas sens? Et si en plus c'est chouette, on y va tous. Et on laisse tomber le train-train, métro, boulot, dodo, qui nous amène tous dans le mur. L'union fait la force. La devise nationale belge m'avait toujours fait rire quand je voyais les Wallons, les Flamands et les Bruxellois se déchirer. Mais ces dernières paroles de Max font fortement écho en moi. Elles résonnent avec ce voyage, avec toutes ces rencontres, ces parcours de vie. Tout est loin d'être gagné, résolu. Mais les Belges m'ont ouvert la porte de chez eux, de leur colère, de leurs doutes, et celle de leurs rêves, dont beaucoup parviennent à faire jour après jour une réalité. C'est sûrement le penseur politique français Tocqueville qui a raison quand il dit que dans les démocraties, chaque génération est un peuple nouveau. Aujourd'hui, je ne vais pas jusqu'à dire que peu importe le résultat de la présidentielle française à venir. Mais je sais que si je perds la France, ma France, quelque part, j'ai trouvé ma Belgique.